Merci Dominique, à bientôt. Et merci pour ce parallèle entre le système des saisies pénales et qui fait peser, ce que disait Didier Rebu, une présomption de responsabilité pénale, bien évidemment, sur celui qui est l'objet de la saisie. Bon, il faut frapper à la caisse, on peut le résumer de manière triviale. Vaste programme, quoi qu'il en soit. Est-ce que je remercie maintenant ou pas? Ces débats nous ont éclairés à propos de tout ce qui concerne la destruction du patrimoine, du peuple des chrétiens d'Orient, si on les unifie, quelques secondes. Alors, et moi, ce fut extrêmement éclairant. Je trouve toutes les questions ont été abordées. Mais y a-t-il des questions dans la salle? Quelques instants, très courtes. Oui, allez-y. Moi, je m'occupe de réfugiés irakiens depuis 2010. Je suis très inquiète. Vous êtes à la tête d'une association Je m'occupe bénévolement de réfugiés chrétiens depuis 2010. Et je suis très inquiète pour ceux de 2014 du problème de déperdition de preuves. Autant le père Desbois pour les yézidis fait ça de façon quasi scientifique en copiant les méthodes de votre confrère Sarfred, autant les chrétiens, il y a une minimisation. Organisée d'ailleurs par l'Église, il faut le savoir, parce qu'il y a eu des viols complètement mis sous le tapis et pour différentes raisons. Et pas simplement le problème de la honte, mais le problème aussi de la négociation. Donc, moi je suis extrêmement inquiète. J'ai vu qu'il y avait une association américaine, on peut tout trouver sur Internet, qui s'appelle En défense chrétienne en anglais, qui a interviewé essentiellement des réfugiés venant de Karakoche. Le plus dur, c'est Mossoul. Ça n'a pas été Karakoche, ça a été Mossoul. Là où il y a eu des groupes d'enlèvement et beaucoup de viols de femmes et d'enlèvement d'enfants. Et je suis très inquiète parce que je ne vois personne enquêter. Je ne vois personne. Alors l'OFPRA, bien sûr, mais l'OFPRA, il faut savoir qu'en 2014, quand ils sont arrivés, on leur a demandé de faire un récit en une demi-page. Donc, on ne pourra même pas aller aux archives de l'OFPRA. Donc, moi, je suis très inquiète si jamais un jour il y a un procès de ce problème de conservation des preuves. Il s'agit peut-être d'envoyer une commission là-bas, de Suisse. Il y a encore beaucoup de gens, d'abord du monde entier, maintenant, en Europe, et il y en a encore au Kurdistan. Cher Madame, vous posez les questions essentielles de la préservation des preuves, de l'interprétation des crimes contre l'humanité. Y a-t-il des preuves tangibles de la Shoah? Et y a-t-il des preuves tangibles de la commission du génocide arménien? Il y en a quelques-unes, mais ensuite le débat qui arrive entre les deux fonds, c'est le négationnisme. Voilà, donc Monsieur Caron. Oui. Moi j'ai deux remarques. D'abord, il me semble, mais je peux me tromper, que le Conseil d'Europe, dans une résolution de 2014 ou 2015, a créé une commission d'enquête qui enquête et qui se rend sur place et qui est en train de publier les preuves. Ça, c'est le premier point. Il y a eu un premier rapport, notamment sur différents aspects. Il y a des rapports sur le viol des femmes, donc, on a de la documentation dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça, je m'adresse au professeur Didier Rebu. J'aimerais avoir une précision, parce que lorsque nous avons déposé notre plainte devant la Cour pénale internationale, on a eu 3 étapes. La première étape, ça a été tout de suite inscription au rôle. Alors, moi je ne suis pas un spécialiste de cette question de justice internationale, mais inscription au rôle, ça veut dire ouverture, c'est peut-être pas ça, d'une enquête. En tout cas, il y a eu un courrier du bureau du procureur que nous avons, qui nous informait qu'il y avait inscription au rôle. Deuxième étape, ça a été, il y a, alors c'est de l'anglais, donc moi je traduis avec mes mots, mais c'est peut-être une très mauvaise traduction, une ouverture de l'instruction. Et quand nous avons vu Fatou Bensouda qui nous a dit, bon, ça c'était après, il vaut mieux que vous le fassiez en France, parce que vous avez plus de chances d'aboutir que chez moi, ces services nous ont dit, ça signifiait tout simplement qu'il y avait un groupe d'enquêteurs qui était chargé d'enquêter sur place en attendant de savoir ce qu'on faisait. Voilà. Donc peut-être que vous allez pouvoir nous donner un peu de précision. Oui, alors, vous répétez ce que j'ai dit tout à l'heure. Formellement, la saisine de la Cour commence avec une
ouverture d'enquête. Mais vous n'êtes pas encore à ce stade-là. Ce n'est pas la même chose. Vous êtes dans l'examen préliminaire. Parce que lorsqu'il y a une ouverture d'enquête, qu'est-ce qui se passe? Le procureur, officiellement, doit, non pas vous, doit informer les États qui seraient susceptibles d'être compétents, parce que la Cour pénale internationale ne peut être compétente que si les États le sont, puisque c'est une délégation de compétences. Donc, lorsque la Cour pénale internationale, d'ailleurs, si elle n'est pas saisie directement par un État, le procureur doit même se faire autoriser par la Cour, il doit même se faire autoriser, et ensuite il doit informer les autorités des États. Il doit informer la France, il doit informer la Belgique, et le gouvernement français, qui ouvre une enquête. Là, vous êtes au stade de ce qu'on appelle l'inscription au rôle, c'est automatique. Vous avez envoyé un dossier, c'est automatique. Vous êtes au stade de ce qu'on appelle l'examen préliminaire. C'est-à-dire, cet examen préliminaire ne dispense pas la Cour de... Mais c'est comme une enquête officieuse, en fait. C'est un peu comme une enquête officieuse de police. On rassemble des éléments pour voir dans quelle mesure on pourrait être compétent. Voilà, c'est ça. On est à ce stade-là. C'est effectivement ce qui est tout l'enjeu de l'article 53 du statut de Rome, parce que ce qui est effectivement en train de faire le procureur, c'est, si on lit l'article 53, d'évaluer les renseignements portés à sa connaissance. Donc il est en train effectivement de rassembler des éléments à droite à gauche, de voir ce qu'il va pouvoir en tirer, de les évaluer, et après, et c'est là qu'on a l'ouverture de l'enquête, de décider d'ouvrir une enquête, à moins qu'il nous conclue qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre en vertu du statut. J'attire vraiment l'attention sur le fait que la notion d'instruction n'est pas du tout pertinente. On est dans un modèle qui est plutôt un modèle ici de common law, c'est-à-dire que la notion de magistrat instructeur et d'instruction n'est pas du tout transposable. Oui, juste. Puisque, effectivement, il n'y a pas de méchant qui est désigné, c'est le bureau du procureur qui, lui, décide d'enquêter, et à la fin de son enquête, décide d'orienter, d'aller vers une chambre préliminaire, etc., demander éventuellement des mises en accusation ou des mandats d'arrêt. Ce qui est très important, c'est vraiment l'ouverture d'enquête, parce que c'est ce qui permet d'arbitrer la compétence de la Cour et la compétence des États. Il faut bien voir que la compétence de la Cour, elle est vraiment conçue comme devant être en équilibre avec la compétence des États. C'est-à-dire que si on était en enquête, formellement en enquête, et bien là, il y aurait saisi, la France serait informée, on demanderait à la France, est-ce que vous voulez poursuivre ou pas? Et si la France dit, moi je veux poursuivre, après il y a des arbitrages, il y a des techniques, mais en principe, la Cour doit dire, moi j'arrête. Parce qu'en fait, c'est l'a priori. On parle de compétences complémentaires, mais on devrait même dire compétences subsidiaires. La compétence des États est conçue dans le système de la Cour comme étant la compétence principale. La Cour ne va s'y substituer que parce que les États le veuillent bien. Et en fait aussi font correctement leur travail, parce qu'il y a quand même l'hypothèse qui est envisagée de l'État qui dirait je prends une affaire et qui s'en occupe pas. Et là la Cour peut la récupérer à nouveau. Monsieur, c'est la dernière Oui, information. Pascal Aubois, avocat à Paris. Oui. J'ai travaillé pendant quelques années, 2014-2015, sur les crimes commis par Daesh en Syrie et en Irak. Et également sur la saisine de la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité. On s'est heurté, évidemment, vous le savez aussi bien que moi, au veto, refus total de la Chine et surtout de la Russie. Aujourd'hui, j'ai une optique tout à fait différente. D'abord, pour qu'il y ait un procès de Daesh, il faudrait qu'on ait des hauts dirigeants encore en vie, capturés, arrêtés et susceptibles d'être traduits, ce qui n'est pas une hypothèse aujourd'hui gagnée d'avance, puisque la politique internationale, c'est une politique de bombardement, qui a été confirmée par les militaires, les magistrats, des hauts fonctionnaires des Nations Unies. C'est d'abord une politique de bombardement de la justice. On verra s'il reste éventuellement des dirigeants encore en vie, de façon à pouvoir faire un vrai procès sur la base de l'entreprise criminelle commune. Et ensuite, pour la juridiction, la compétence, je pense que la Cour pénale internationale est une institution trop faible pour pouvoir gérer un procès comme celui de Daesh, pour autant qu'il y en ait un dans une dizaine d'années, peut-être, à l'échelle du temps. J'ai l'expérience, j'étais avocat des parties civiles au procès des Khmers rouges. Il a fallu qu'on attende 35 ans après les faits pour qu'on puisse juger un procès qui se termine d'ailleurs aujourd'hui, qui a duré 10 ans. Mais pour Daesh, me semble-t-il, il faudrait que ce soit une juridiction ad hoc. Et mieux
une juridiction ad hoc, non pas sur un modèle anglo-saxon, totalement gouverné par la common law, mais plutôt sur un modèle de celui des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, où les victimes peuvent se constituer partie civile. Ce qui donnera tout le sens au procès pénal international. Et je dirais même plus loin, je dirais que l'avenir de la justice pénale internationale, c'est la participation active des victimes à la procédure. Ce qui n'est pas le cas. Non, ce qui n'est pas le cas dans la Cour pénale Ils sont entendus comme témoins. Oui, non, même pas. Même pas. Même pas. C'est un statut tout à fait particulier qui est fait d'ailleurs pour contrôler les victimes et ce qu'elles peuvent dire. Une demande de participation. Alors, c'est une part. Bon, ils sont en train d'évoluer, parce que justement l'expérience du Cambodge permet de voir l'intérêt, tout l'intérêt, dans le cadre également de la réconciliation, parce que c'est aussi un début de la justice pénale internationale, c'est d'intervenir en tant que. Je préciserai qu'il y a un troisième cas de compétence que j'ai pas, qui peut exceptionnellement jouer, c'est le fait qu'un État non signataire peut très bien, lui, dire « je n'ai pas signé, mais je demande à la Cour pénale internationale de se saisir d'un gouvernement ». Il faut que ce soit un gouvernement reconnu, un gouvernement officiel. C'est ce qui s'est passé à l'origine pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avait renvoyé l'affaire avant de ratifier le statut de la Cour. Mais ça, c'est tout à fait recevable. Je ne sais pas, imaginons le gouvernement irakien pourrait très bien, valablement, même sans avoir signé le statut de la Cour, dire à la Cour « moi, je vous renvoie cette affaire-là ». Donc le futur gouvernement irakien, en supposant que la situation s'est stabilisée, etc., fait renvoyer les anciens dirigeants. D'ailleurs, C'est plus à la prochaine. En tout cas, moi je suis entièrement d'accord, hein. sauf si bon, on a pris l'heure. On a dépassé. Entièrement d'accord, c'était les réflexions auxquelles j'étais arrivé. Et encore une fois, on pense un peu 20e siècle. Tu veux que je fasse cette conclusion parce que j'ai pas dit le mot arménien une seule fois depuis qu'on est là. Pardon? J'ai pas dit le mot arménien une seule fois depuis. Je sais que tu souffres. Non mais tu l'as dit des fois alors. Mais ça te fera le plus grand bien. Tu veux, vas-y. Non, mais je dirais un mot après, par rapport à ce que dit Patrick Karam, sur la volonté d'actuel gouvernement, mais quelque chose de symbolique. Juste le mot, oui. On dit, on aime à dire que la justice pénale, dans cette commission en tout cas, que la justice pénale internationale est née du traité de Sèvres, c'est-à-dire des événements de 1915. La justice pénale internationale était prévue, article 230 du traité de Sèvres. Le procès a été volé, nous n'avons pas eu le procès international. Deuxième étape, le procès de Nuremberg. La parole des rescapés de la Shoah n'a pas été entendue. Il a fallu le procès Eichmann pour que la parole des victimes soit entendue. Troisième étape, peut-être, le procès des Khmers rouges, qui a donné pour la première fois dans l'histoire une place aux victimes de génocide. La création de la Cour pénale internationale a ouvert une nouvelle page, mais voyez, on est arrivé au 21e siècle avec cette envie, de symbolique du 20e siècle. Je ne suis pas sûr que ce soit encore, ça va se passer comme ça. Cela étant, ce qui dépasse le symbolique, c'est effectivement, et je voudrais conclure là-dessus parce que vous avez raison, c'est la parole des victimes, la parole des rescapés dans un procès. Voilà. Parce que nos grands-parents n'ont pas eu cette parole. Donc effectivement, je le comprends. Oui, cette parole-là, on l'a eue à l'époque, dans le cadre du procès de Salomon Tédérian à Berlin, qui fut acquitté, et sur des témoignages. Et on l'a eu dans les années 80 ici, à la cour d'assises, lorsque Henri Leclerc plaidait, et que, moi j'étais là, j'étais étudiant. Des témoins, pas oui, des victimes. Attention, des témoins, survivants. pas la parole de la Il victime. y avait encore quelques survivants très âgés qui sont venus témoigner, et Henri Leclerc en parlait à l'école du barreau lorsque nous avons dévoilé la plaque en l'honneur de Krikor Zorab et de tous les avocats arméniens assassinés en 1915, ce qui a eu lieu il y a 2 mois à l'école des avocats. Ce que je voudrais dire, c'est que je voulais faire un lien avec ce que disait tout à l'heure Patrick Karam sur les intentions de l'actuel gouvernement. Je pense qu'il faut distinguer l'actuel président de la République de son gouvernement. Moi, je crois dans ce président de la République. Et pourquoi? Pour une raison très simple. À partir de ces mots, et Oradour sur Glane,